On va démarrer tranquillement. D'abord, un petit mot où on va remercier les sponsors qui, grâce à eux, permettent d'avoir une conférence à un tarif tout à fait raisonnable. C'est toujours trop cher, on est d'accord, mais c'est quand même pas très cher par rapport à ce que vous pouvez voir. Et on va vous présenter les protagonistes. Olivier. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Olivier Lévy. Donc, je travaille dans le service public toute ma carrière, quasiment. Donc, j'ai commencé chez France Télécom de longues années. C'est là que j'ai découvert la première fois l'agilité. On était dans les années 2005 à peu près. Et ensuite, je suis allé chez Orange. C'est un petit peu différent là aussi. Et puis après, j'ai intégré un établissement de recherche qui s'appelle l'INRA et qui aujourd'hui est devenu l'INRAE. C'est le deuxième établissement de recherche français après le CNRS. Donc voilà pour mon parcours. Donc moi, Alexandre Boutin, je suis indépendant, je travaille dans l'agilité. Et pour ceux qui se posent la question, puisque je l'ai assez régulièrement, pour ceux qui étaient là l'année dernière, où j'ai donc annoncé que c'était ma dernière conférence, j'ai donc 3 arguments irréfutables. Le premier, c'est « je fais ce que je veux ». Le deuxième, en fait, vous avez mal entendu l'année dernière, j'ai dit que j'arrêtais les conférences tout seul, mais pas à 2. C'est votre faute. Et la troisième, je pense que là, il n'y a plus de discussion, c'est « je fais ce que je veux ». Donc, à partir de là, et j'ai mis des petites images d'Agile Game parce que pour la petite histoire, j'ai rencontré Olivier il y a donc 13 ou 14 ans, alors d'un Agile Game à Avignon. Et Olivier, c'est mon client, je fais gaffe quand même. Allez, Olivier, raconte-nous une histoire. Oui, alors pourquoi l'agilité? En fait, je vous ai dit que je venais de chez France Télécom et Orange, où on avait mis en place, France Télécom et Orange, il faut comprendre que c'était 10 000 informaticiens. Donc on parle de quelque chose qui est structuré en termes de niveau informatique. Et donc il y avait ces méthodes-là, les valeurs et les principes d'agilité qui émergeaient. Et quand je suis arrivé à l'INRA, j'ai eu un biais, c'est le biais de savoir que j'ai vu ça fonctionner. J'ai été acteur de ce fonctionnement-là et je me suis dit, je vais remettre en place quelque chose qui a fonctionné. Et c'est ce que j'ai fait en arrivant au sein de la DSI qui naissait à l'INRA en 2008. On a eu un projet, j'étais responsable technique de ce projet-là. Ça a fonctionné, ça a pérennisé notre DSI. On a énormément souffert. En gros, on a failli aller dans le mur complètement. On a failli arrêter carrément la DSI telle qu'elle était. Et moi, toutes mes certitudes se sont vraiment ébranlées parce que je partais de quelque chose où j'étais très confiant. Ça marchait très bien chez Orange, ça marchait très bien chez France Télécom et j'arrive dans un établissement, je refais à peu près la même chose et ça se casse la figure. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et donc, j'ai fait appel à un coach que je ne connaissais pas, mais que j'ai rencontré aux Agile Games d'Avignon. Et voilà. Et donc, effectivement, c'était parti pour 4 journées d'intervention fin 2013. Alors, quand on fait comme ça, on intervient chez un nouveau client, dans un nouveau contexte, on regarde un peu ce qui se passe et il y a eu des premiers constats positifs. D'accord, c'était sympa pour moi parce qu'il y avait du sens par rapport à ce qui était attendu de l'agilité. J'ai pas eu besoin de convaincre le manager, parce que ça peut arriver des fois. Olivier était convaincu, il y avait de l'envie, etc. Il y avait du management visuel, il y avait déjà des tableaux blancs, manageant avec des stylos, vous savez, sur un tableau, quoi. Un truc qui n'existe plus, mais depuis le Covid, mais ça existait à un moment donné. Il y avait des tableaux. Vous voyez, ça, c'est un des tableaux qui était dans le couloir. C'est sympa quand même de... Vous voyez qu'on n'a pas besoin d'un outil pour tracer des courbes. Bref, c'est un autre sujet. Donc voilà, et il y avait Scrum, enfin presque, et puis des petits indicateurs qui étaient assez sympas. Dès 2013, Olivier mesurait le happy and fun de l'équipe. Donc voilà, vous avez les vraies courbes de l'époque. Bon, ça c'est ce qui était sympa. Et puis il y avait des premières surprises. Première surprise, Olivier, il faisait tout. Il était le manager, il était l'architecte et il était le Scrum Master. C'est lui qui s'occupait de la promotion, de l'implémentation de l'agilité, etc. Olivier est très très fort. Il sait faire plein de trucs. Mais il y a quand même peut-être un moment où ça a une limite. Et donc, il avait effectivement une forte présence et une influence sur les équipes. Et je me rappelle de discussions en particulier avec les architectures. Olivier, parfois, faisait des remarques sur des choix d'architecture. L'idée de l'agilité, c'était un peu que les architectures émergent de l'équipe, vous savez, le principe, quoi. Et moi, quand je suis arrivé, certains équipiers m'ont dit, de toute façon, ça ne sert à rien qu'on définisse l'architecture. Quand on voit Olivier, il dit que c'est pas bon, il nous dit comment faire. C'est vrai. C'était un peu, voilà, il y avait des choses comme ça. Donc, une forte influence parce qu'il était respecté par rapport à ses compétences, etc., quoi. Mais voilà.
Et donc, premier constat aussi négatif. Alors ça j'ai adoré ce que j'ai vu. Ils travaillaient sur un premier projet et il y avait un projet assez classique, un front-end, une logique et des données. D'accord ? Quand on fait de l'agilité, on fait une story pour le front-end, on fait une story pour la logique et on fait une story pour les données. Vous avez peut-être tous fait ça. C'est quand même logique. En plus, il faut savoir que le front-end est sous-traité dans un marché public à une société externe qui est censée faire que du front-end. Parce que c'est le marché public, c'est le cadre légal qui a été mis en place. Donc, on rajoute une quatrième story qui est la story d'intégration. D'accord ? Et là, la baston commence. Puisque les gens ne cherchent pas vraiment à intégrer, mais si c'est, parce qu'ils tirent un peu au sort, si c'est quelqu'un du front-end qui intègre, sa première chose, il vérifie que ce n'est pas la faute du front-end, et après il dit, c'est pas nous, c'est pas de l'intégration, hein. C'est-à-dire le but c'était de prouver que c'était pas nous, quelle que soit la personne qui s'en occupe, mais pas de faire fonctionner. Voilà. Et puis, je continue encore sur mes premiers constats de coach. Donc, des difficultés dans la mise en œuvre de Scrum, ça c'est assez classique, sur les rôles, Product Owner, Scrum Master, les frameworks Scrum, il y avait vraiment des choses. Et du reporting, on en a beaucoup parlé avec Olivier. Je me rappelle d'un fichier Excel avec je ne sais plus combien d'onglets que tu devais renseigner. Ouais, 43 onglets demandés par le DSI. Et on s'est posé des questions, comment je peux faire rentrer les informations pour le DSI alors qu'on en fait de l'agilité. Alors, on a fait plein de choses. On ne va pas les détailler. Le but, c'est pas vraiment de rentrer. Alors, on est intervenu sur tout un tas de choses ici, et à la fois de coaching individuel, d'équipe, etc. Bien sûr, les pratiques, le DOD, les frameworks, l'organisation, bref, tout ça. Mais on avait envie, avec Olivier, peut-être vous piocher des choses comme ça qui nous paraissent peut-être plus intéressantes à partager. Et on va donner quelques éléments de contexte. Voilà, donc ces éléments de contexte, c'est pour montrer que quand on essaie de mettre ex nihilo, on va dire, dans une organisation, dans une structure de l'agilité, mais évidemment, ce n'est pas uniquement un projet agile, c'est tout un ensemble de choses qui bougent. Évidemment, nous, on n'était qu'un service. Il y en a plein dans un établissement. Je n'ai pas donné le chiffre, mais INRAE, il y a 23 000 personnes, en gros, qui y travaillent. Ce n'est pas 10 personnes dans un coin qui vont tout changer. Donc, ça n'existe pas. Par contre, ce qui est important, c'est de comprendre comment on va faire évoluer ce service et l'impact ou l'apport de l'agilité sur ce service. Ici, ce que j'ai voulu partager avec vous, c'est le fait de dire que... et vous le savez sûrement tous, il n'y a rien de lisse, il n'y a rien, c'est jamais tout comme ça. En fait, on a vraiment beaucoup de montagnes dans tous les sens, et les réussites dans les projets, arriver à convaincre des fois certaines personnes de certaines choses, arriver à partager certaines valeurs, ce sont des fois des petites victoires qui nous permettent après de rebondir un petit peu. Et puis, il y a des changements de personnes, il y a des changements de DSI, et on recommence, et il faut réexpliquer, et on rebouge. Bon, et ce qui fait que les services bougent. On va le voir tout à l'heure, on est dans la transparence, j'ai donné les chiffres des équipes, j'ai donné les chiffres des budgets, j'ai donné les chiffres des marchés, on les verra tout à l'heure. Mais globalement, tout ça pour vous dire que l'expérience qu'on essaie de partager avec vous, c'est pas une expérience où tout est beau. J'aurais bien aimé, mais non. On a des échecs, c'est vrai. On en discutait encore tout à l'heure avec Alex sur certains échecs, pas tant après autant d'années. Mais bon, c'est comme ça. Mais on a aussi beaucoup de réussites. Et on va essayer de partager un petit peu les deux. Et chacun en tirera ce qu'il en voudra. Donc, ici, on vous a mis l'évolution de la structure. Les budgets, parce qu'évidemment, on a beau être dans l'agilité, le premier sujet de base, combien ça coûte? Parce qu'évidemment, on a tous eu affaire à « ça va aller plus vite », on peut changer tout le temps, etc. Ce matin, la keynote, M. Blondel disait qu'il y a toujours un chef. Et dans les établissements publics, il y a un codir de l'établissement. Et dans tous les cas de figure, il y a des règles publiques. Aujourd'hui, chez nous, tous les marchés qui dépassent 5 millions d'euros passent par le conseil d'administration. Nos budgets, ce sont des marchés de 4 ans. Vous voyez les chiffres, on est sur 4, 3. Donc forcément, sur 4 ans, on dépasse largement ça. Donc ça passe tout à des conseils d'administration. Donc on parle au directeur de l'INRAE, enfin c'est pas nous, hein, c'est même les responsables juridiques, qui expliquent pourquoi on va faire ça, et en plus avec des méthodes. Alors eux, ils ne rentrent pas dans les méthodes, hein, mais pourquoi ça coûte si cher, ce genre de choses. Néanmoins, on arrive à obtenir
des renforts, des sponsors à différents niveaux par la réussite qui font que progressivement, on est passé d'une équipe de 12 personnes à une équipe de 65. Enfin, une équipe. Un service de 65. Et là, évidemment, agilité ou pas agilité, on rencontre d'autres problèmes. Parce qu'on ne gère pas une équipe agile comme on en gère une dizaine. C'est pas vrai. Je veux dire, on a d'autres difficultés. Et donc, on s'est appuyé sur d'autres principes, d'autres valeurs qui nous ont permis aussi d'essayer de faire grandir les gens. Parce que ce matin a été évoqué le fait que l'humain est important, mais la gestion de la carrière des gens, leur évolution, le sens qu'ils ont, et on va le voir aussi avec d'autres exemples, c'est important, y compris pour nous. Donc, on a eu beaucoup de personnes. On n'a pas essayé de grandir, en fait. On a grandi indirectement parce qu'on nous a fait confiance, mais en fait, après, on a essaimé parce qu'on a trouvé que c'était plus important. Et aujourd'hui, on le verra tout à l'heure, ce n'est pas un seul service qui fait ça, c'est beaucoup plus de choses qui font ça à la DSI de l'INRAE. Juste un petit mot là-dessus. Pour moi, vu ma posture, quand vous travaillez dans ces environnements-là, ce que j'ai découvert, il y a une conf de Fabrice Bloch qui a 4-5 ans qui s'appelait L'agilité vue comme un virus. J'adore cette conf et j'adore ce mec. C'est un autre sujet. Qui disait, méfiez-vous, avec la durée, quand vous faites une activité de coaching, d'accompagnement, etc., ce que vous faites à un instant T peut ne plus marcher un peu plus tard parce que ce n'est pas forcément les mêmes personnes que vous adressez. Si au début, vous avez les gens qui ont envie, bah, c'est assez facile. Puis après, vous allez attaquer des gens qui ont moins envie, voire peut-être des gens qui n'ont pas envie. Eh ben, vous n'allez pas les mettre dans l'agilité de la même façon. Vous êtes obligé de vous remettre en question vous-même en termes d'accompagnement pour ne pas utiliser les mêmes pratiques. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai mis en œuvre par rapport à ça. Donc, ça, c'est les choses classiques. J'imagine que dans toutes vos sociétés ou établissements, vous avez à peu près les mêmes choses. La petite victoire, c'est sur un tableau général des CODIR généraux de l'établissement, il y a voilà comment doivent se valider les projets. Alors, on n'y échappe pas. Hein. Il y a les fameux câbles, les trucs comme ça. Enfin bon, bref. Tous ces trucs qui font qu'il faut que se valide la mise en production des gens qui n'ont pas participé au projet, par exemple, parce qu'ils ont des responsabilités. Okay. Donc, on n'y échappe pas. C'est le tableau. On ne peut pas se battre tout le temps contre le système. En tout cas, à INRAE, on ne peut pas. Donc, il faut choisir ses combats. On a une petite case, c'est anti-agile au possible. Le cycle pouvant être adapté à l'agile sur la partie verte de droite, c'est bien, mais enfin, je pense que vous êtes tous des agilistes très confirmés, pas complètement comme ça. Et en fait, les combats, c'est les combats d'avant, là. Les combats d'avant et d'après, là. Les combats de lancement des projets, le combat d'aller en production. Parce que tant qu'on met la validation pour aller en production à des gens parce qu'ils sont responsables de prod, mais qu'on n'arrive pas à les intégrer plus avant, plus en amont, plus si, pour vraiment plein de raisons, et qu'on ne donne pas la responsabilité, non pas à des gens qui ont une responsabilité silotée, mais à une responsabilité du produit, c'est compliqué. Et c'est pareil quand on lance des projets. On en parlera tout à l'heure, mais tant qu'on a des comités qui fonctionnent avec des règles qui disent ça finit à telle date, ça coûte combien, et on lance ça, comment vous voulez arriver à demander ça à des développeurs? Comment vous voulez réussir à faire un engagement par des équipes qui vont réaliser, alors que quand on démarre des projets, on n'a à peu près rien comme info? Ça ne peut pas exister. Je n'ai pas de solution, on s'adapte, nous, comme on peut. On essaye de prendre, en tant que responsable, sur nous un certain nombre de choses et de protéger les équipes. Néanmoins, ça reste un sujet, et je pense que je sais qu'il existe plein de manières de faire à la méthode, mais je veux dire, entre le fait de dire qu'un établissement il passe immédiatement à tout agile et que tout le monde, à commencer par le directeur général, il est dans ce mode-là, enfin, faut se leurrer, il ne faut pas se leurrer. Il y a encore beaucoup à faire dans beaucoup d'établissements. Donc voilà, donc on a fait de l'agilité avec des contraintes de marché public, avec des victoires quand même, parce que déjà obtenir le fait que sur la partie, on va dire au moins du développement du produit, on ne nous embête pas sur le comment, ben, c'est déjà ça. Et voilà. Voilà un petit peu de contexte et on va vous partager quelques faits marquants. Alors, par exemple, très rapidement, on a dû utiliser de l'agilité en équipe distribuée.
par rapport aux différents contrats, marchés publics qui étaient signés, etc., etc. On n'a pas pu avoir toutes les équipes colocalisées, donc il a fallu fonctionner. Donc à partir de 2015, on a commencé à faire l'agilité distribuée. Donc on a utilisé bien sûr des outils à ce moment-là. Les magnifiques tableaux que je vous ai montrés a disparu de fait, parce qu'il n'y avait plus assez de personnes sur le site. Et donc on s'est outillé, j'ai mis iScrum, mais ça pourrait être autre chose, peu importe, de la visio, des conférences, voilà. Enfin, de la visio, des choses comme ça. On n'a pas lâché sur un truc, j'en reparlerai un peu après, c'est les rencontres régulières. D'accord. Et Olivier était complètement en phase là-dessus, et même dans les appels d'offres, je crois que tu précisais, tu disais attention, vous allez travailler à Sofia, vous allez travailler à Montpellier, c'est là que sont vos locaux, mais vous devrez venir à Avignon avec telle régularité. D'accord. Même maintenant, c'est pas forcément à Avignon, mais voilà. Mais on se rencontre. La bonne nouvelle, c'est quand le Covid est arrivé, eh ben, on était compatibles. C'était une surprise pour moi, mais une belle surprise. C'est qu'en fait, le Covid n'a pas changé le fonctionnement. D'accord ? Sauf qu'on n'a pas pu se voir pendant X mois, voire même que l'INRAE a été assez protectrice de ce côté-là et a empêché, même alors qu'on n'était plus en phase Covid, de se réunir. Et comme Olivier recrutait régulièrement, enfin augmentait, pas un recrutement au sens recrutement, mais augmentait le nombre d'équipiers régulièrement, on s'est trouvé avec des gens qui, au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, travaillaient dans une équipe et qui n'avaient jamais rencontré les autres personnes. Bien entendu, vous allez me répondre qu'ils mettaient tous leur caméra pendant toutes leurs réunions. Et je vous laisse avec votre réponse. Mais, par contre, ils me connaissent à INRAE. Quand j'arrive dans une équipe, moi, je mets ma caméra. Pouf ! Et je vois tout le monde. Tout le monde met sa caméra. De toute façon, je ne fais pas le truc s'il n'y a pas les caméras. Et un petit outil qu'on avait utilisé qui marche très bien aujourd'hui, qui plaît beaucoup, c'est un outil, ça s'appelle Wello, mais vous pouvez en utiliser un autre. C'est un espèce de... ça, c'est toute l'organisation d'Olivier. Alors, vous avez ici des équipes, ça s'appelle PIDCC, Communauté Khalid, IAM Schtroumpf, enfin bon, peu importe. Chacun a son espace, un peu réservé à l'équipe pour pouvoir faire ses réunions, ses délits en particulier, les choses comme ça. Et puis vous avez d'autres trucs, si on veut être tranquille, il y a l'arbre de la méditation, voilà. Et vous avez même là-bas, en haut, là-bas, un forum qui peut être utilisé, qu'on a utilisé quand on faisait des grosses réunions, des présentations, par exemple, par Olivier. Tout le monde se retrouve dans le forum en haut à droite. Ça marche très bien, c'est assez agréable, ça redonne. Bien sûr, c'est pas aussi bien que se voir, boire un café ensemble, etc. Mais au moins, on voit qui est là, qui est à tel endroit, s'il y a une équipe qui vit parce qu'elle a une réunion, tac, 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 on voit tous les petits avatars qui se mettent dans leur zone. Ça, c'est cool. Et donc, je parlais du séminaire collectif sur lequel on n'a pas lâché, qui était... C'est moi qui parle ou c'est toi, là ? Je sais pas. Peu importe. Je ne sais plus. Ouais, parce que tout est préparé, ceux qui me connaissent. Donc, effectivement, le séminaire collectif, tous ensemble et en présentiel, quelque chose qu'a pas négocié Olivier, comme vous disiez, et ça, c'est très, très important. Et je vais te laisser dire un mot, mais il faut même savoir, moi, là, je vais dire la petite histoire que j'aime beaucoup, c'est en 2024, on a une équipière qui a dit si vous voulez, je prépare un couscous pour tout le monde pour le prochain séminaire. On lui a dit, mais on est 60. Elle a dit, oui. Et elle est montée de Sofia. Elle m'a dit dans sa voiture Féroce, il y avait des récipients de toutes sortes, machin. Elle a raconté doucement, elle m'a dit, parce que ça ne voulait pas que ça déborde et tout. Et elle est arrivée avec des poulets farcis maison et tout, des trucs de folie. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Férouz, dont vient de parler Alexandre, c'est quelqu'un qui n'est pas INRAE. C'est quelqu'un qui travaille au sein des équipes INRAE, mais qui n'est pas INRAE. Elle est Softeam en l'occurrence. Et on va voir ça. Une de nos réussites, c'est de faire en sorte que les gens aient l'impression que ce soit chez eux. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un au petit jeu là qui disait les abeilles, là, ils se sentent abeilles. Pour beaucoup, on nous reproche aujourd'hui de devenir un petit village, alors qui grandit, mais où les gens se sentent d'abord dans le village. Et c'est quelque chose pour nous qui est important et qui est intéressant. Parce qu'en fait, INRAE, ce n'est pas un établissement ou ce n'est pas une ESN. On n'est pas amené à faire du développement en masse. On s'appuie sur les compétences des ESN. On a des internes qui développent, mais c'est une minorité. Donc, pour nous, c'est intéressant d'arriver à transformer des acteurs qui ne sont plus des gens avec qui on a un contrat, mais des gens avec qui on collabore vraiment et qui s'intègrent chez nous.
Donc ça, voilà, ça c'est des choses. Je sais que parfois les gens venaient de loin, ça prend du temps, etc., etc. Voilà. On fait une soirée jeu. Ouais, ça marche bien en termes de regroupement. Sur les 2 jours. Mais et on a pas des jeux agiles, hein, ce sont des jeux de société. Oui. Et on a quasiment à chaque fois 90% des gens qui viennent au séminaire qui participent à la soirée jeu. D'accord. Donc non mais alors que c'est hors du temps de travail bien entendu et c'est pas du tout obligatoire quoi. Mais c'est cette envie, ces sentiments d'appartenance. Le jeu, on va en parler puisque on a utilisé beaucoup le jeu. Alors moi je suis réputé pour être un peu joueur. Moi je suis niveau là par rapport à Olivier. Hein. Je veux dire, vous allez voir le dressing d'Olivier, il n'y a pas un vêtement, mais il doit y avoir 350 ou 400 boîtes de jeu. Enfin, maintenant, c'est plus dans le dressing, c'est dans ton garage. Mais c'est pas grave, ça change rien. Voilà. Et on s'est rencontrés à Gigame, hein. Il y a peut-être comme ça des choses voilà. Mais on a eu beaucoup utilisé le jeu. Donc, beaucoup utilisé le jeu en présentiel. Et puis, même pendant le Covid, on est passé à distance, bien sûr, parce qu'on ne pouvait plus faire des jeux en présentiel. On est resté sur les activités de jeu. Le truc important aussi, là, pour le jeu, c'est, comme disait Olivier, ce qu'on a constaté, c'est un équipier, il se concentre d'abord sur son équipe projet, d'accord, et sur le produit qu'il réalise. C'est normal, parce qu'au quotidien, il développe, il teste, il fait de la doc, mais c'est sur son projet. Le projet, il y a quelques projets complètement indépendants du reste sur lesquels les gens peuvent avancer, mais globalement, il y a toujours dans un écosystème des liens entre les projets, etc. Et ça grossissait. Vous avez vu sur un chiffre, on était à plus de 60 à un moment donné. Et les gens ne se voyaient plus, il n'y avait plus ces côtés interaction entre équipes, etc. Et le jeu a permis de casser quelques barrières, parce qu'on ne jouait pas qu'avec les équipes, bien sûr, mais on jouait avec l'organisation. Voilà, pour essayer de faire croiser, etc. Ça a très très bien marché. Ouais, le jeu marche vraiment très bien, dans toutes circonstances. Hein. À un moment donné, je donnais des cours en licence, et franchement, vous faites jouer les étudiants avec des Lego et ce genre de choses pour leur expliquer certaines valeurs. Ça marche beaucoup mieux que des confs générales. Alors, un petit focus sur les Scrum Masters. Je regarde qui est censé parler. Donc, on a essayé plusieurs trucs. Ce qu'on appelle le Scrum Master tournant, Scrum Master et équipier ou Scrum Master chef de projet. Alors, le Scrum Master tournant, même si je l'ai vu marcher ailleurs, chez toi, Olivier, pas concluant. Oui, chez nous, ça n'a pas fonctionné parce que, en fait, au début, on voulait donner des responsabilités un petit peu différentes. Parce que pour arriver à montrer que Scrum Master, PO, ça reste des fonctions, ce n'est pas une notion hiérarchique, on a essayé des choses. PO, c'est impossible à tourner, mais Scrum Master, on a essayé. Bon, même ça, pour nous, en tout cas, on n'a pas trouvé les leviers qui allaient bien pour faire ça. Et... Ouais, Scrum Master et équipier, c'était aussi acceptable. On en a encore. Aujourd'hui, honnêtement, on est plus avec des Scrum Masters qui gèrent plusieurs équipes. Pour différentes raisons, ça facilite la coordination entre les équipes. Et aujourd'hui, dans les ABAC que l'on a, un Scrum Master, pour nous, il peut faire 3 équipes. Et donc, en fait, il gère 3 équipes. C'est différent des ABAC du PO, où pour nous, un PO, il peut avoir deux gros produits, on va dire. Donc, en fait, ça leur prend leur temps plein. Et aujourd'hui, on est sur ces volets-là. En tout cas, c'est notre expérience. Ce n'est pas une vérité absolue. Mais on arrive aujourd'hui à faire en sorte que nos PO, sur des produits de taille assez conséquente, ils arrivent à gérer 2 produits en parallèle. Et on n'a pas lâché sur... Oui, ça évidemment, on n'en parle même pas. Donc, il n'y a pas de chef de projet. Hein. Je suis chef de tous les projets. C'est pas compliqué. Je me tape tous les comités, tous les comptes rendus, tout ça. C'est forcément moi qui le fais. Et tous les chefs de projet, tous les PO et tous les Scrum Masters, ils s'occupent des produits, de faire vraiment fonctionner les choses. Et tous les aspects reporting, on regroupe et je regroupe ça. C'est mieux comme ça, c'est plus efficace. Alors, focus sur les Scrum Masters, il a aussi fallu faire un focus sur les Product Owners qui, comme dans beaucoup d'organisations, ne sont pas délaissés au début, mais on pense qu'ils sont capables de gérer plein de trucs. Autant le Scrum Master est vraiment un nouveau rôle, donc parfois on le travaille un peu, mais les Product Owners sont parfois laissés un petit peu à l'abandon, j'ai envie de dire ça comme ça. Et on a eu des difficultés. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a
qui a duré pendant assez longtemps. Olivier, quand il disait qu'un PO peut gérer 2 équipes, je tordais du nez à côté parce que je sais très très bien de quoi il parle et je sais que on a quelques PO complètement en surcharge, n'est-ce pas Olivier, hein? Non mais c'est la vraie vie, c'est compliqué. J'ai pas dit que c'était facile. On peut pas ramener du monde comme ça du jour au lendemain. Voilà. Et par contre, en 2023, Olivier décidait de faire monter des équipiers en PO et ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est une bonne idée. Et il y a une autre bonne idée. Au début, j'étais convaincu qu'il fallait que les PO soient in-rail. Je ne suis plus autant convaincu que ça. On a expérimenté, comme tout agiliste, on essaye quelque chose. On est peut-être bien tombé, mais en tout cas, on a aidé en formation, donc avec Alexandre, avec des PO plus confirmés, de prendre des équipiers externes pour être PO, pour s'inscrire sur la durée chez nous, et ils sont exceptionnels. Et un des deux a candidaté chez nous, d'ailleurs on le verra, on a un slide après, il a candidaté pour rentrer chez nous directement, il a reçu un concours. Mais en tout cas, c'était une certitude que j'avais, où je me suis dit, c'est trop long l'investissement PO pour comprendre un produit, un métier, tout ça. C'était une erreur. Honnêtement, si on a les bonnes personnes, si on les accompagne, ça peut marcher, et ça marche bien. Aujourd'hui, on a des PO externes qui fonctionnent très très bien. Et le truc, pour la petite histoire, quand les deux m'ont contacté, enfin quand j'étais au courant, etc., les deux sont présentés comme proxy PO. Donc j'ai démonté ça en 2 minutes. Ça n'existe pas. Vous arrêtez avec cette connerie. C'est des PO. Il n'y a pas ces proxy PO. Il faut arrêter. On peut être plusieurs dans une équipe PO. Alors, on avait un souci. Ça, c'est toi. Oui, donc l'idée, ça reste de garder un collectif. Non, mais on progresse encore, ça fait que 13 ans qu'on se connaît, on progresse. Donc les séminaires annuels, une vraie réussite. Notre vraie réussite, c'était pas de faire un séminaire dans le service. C'est facile quand vous êtes le décideur. Vous décidez de faire un truc et puis tout le monde s'aligne. Ça, c'est pas le vrai problème. Non, la vraie complexité, c'est de faire ça à une échelle plus grande. Et aujourd'hui, c'est pas uniquement notre service, c'est tout le département des solutions applicatives de la DSI, de l'INRAE, qui se réunit tous ensemble. Donc là, ces réunions annuelles comme ça, quand je dis tous ensemble, ce n'est pas que les INRAE. C'est les INRAE et toutes les personnes, que nous on appelle équipiers, qui contribuent aux produits, aux différents produits, pour donner ce sentiment d'appartenance, pour montrer que non, ce ne sont pas des gens avec qui on passe un contrat. Alors bien sûr qu'il y a des axes juridiques contractuels, je ne dis pas l'inverse. Je dis simplement que ce n'est pas ça notre enjeu. Notre enjeu, c'est de faire en sorte que nos priorités, ça devienne aussi leurs priorités pour de vrai. Pas simplement pour faire un chiffre. Et réellement, ça aujourd'hui, ça fonctionne bien. On l'a élargi à tous les services. Même, on est 5 services, il y en a 3 qui fonctionnent avec des valeurs et principes agiles, un qui est sur la route et l'autre qui c'est différent. Mais néanmoins, on arrive à regrouper tout le monde là-dessus. Donc ça, c'est quand même bien. Autre point qu'on a fait valider là au niveau de la direction de la DSI. Je vous garantis que ce n'est pas si simple, même dans un établissement public comme INRAE. Le vendredi après-midi, c'est veille technique pour tout le monde, équipiers externes également compris. C'est-à-dire, ce n'est pas obligatoire, on ne les frappe pas. On leur dit, vous êtes légitime à prendre votre vendredi après-midi pour faire de la veille technique, parce que vous allez améliorer votre savoir-faire, votre compétence. On les paye, hein. Ces jours-là, ils sont facturés à INRAE, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, notre vraie victoire, ce n'est pas de l'avoir imposé dans le service. Notre vraie victoire, c'est qu'au niveau de la direction de l'établissement, c'est affiché et ça ne pose pas de problème. Ça, c'est une vraie victoire, je peux vous garantir. Pour nous, c'est important. Voilà. Le coaching. On va le voir, ça va poser des problèmes sur les actions contractuelles, on en parle tout à l'heure. Mais Alex est intervenu, pas que au début sur le périmètre du service dont j'ai la responsabilité. Non, aujourd'hui, il intervient un peu partout, y compris avec des gens plus ou moins agiles. Il est intervenu au niveau de différentes réunions globales de la DSI. Vous voyez, moi, je trouve que c'est ça qu'il faut essayer de faire. C'est-à-dire qu'un des vrais combats, ce n'est pas simplement de réussir de l'agilité, à mettre des valeurs et principes agiles au sein des équipes dont on a la responsabilité. C'est de faire en sorte qu'on ne soit pas tout seul et que globalement, même si ce n'est pas naturel chez les autres, ça arrive à faire ça. C'est un vrai combat, ça a pris des années, mais maintenant c'est établi.
Ouais, la petite mauvaise surprise, il y a un mois, c'est juste qu'on est dans les marchés publics, donc ils sont capés. Moi, j'ai un contrat avec l'INRAE, mais limité à une certaine somme par an. Et il se trouve que quand j'interviens à l'extérieur, comme j'ai déjà un contrat qui existe, les gens, ils prennent sur le contrat. Donc, j'ai plus assez de budget pour accompagner Olivier. Parce que les gens n'ont pris ailleurs. Ça, c'était la mauvaise surprise il y a quelques semaines. Bon, allez, on va gérer, on a trouvé des arrangements. Donc, Olivier disait que quand on est agiliste, on s'adapte, on essaye. Voilà. Et puis parfois, il y a des gens dans le binôme qui ont des idées pour essayer des trucs. Et Olivier dit oui. Alors, par exemple, on a essayé l'auto-allocation des équipes. Ça devait être mon idée, ça. Si, vous savez, donc l'idée qu'on avait dit avec Olivier, voilà, à l'époque il y avait 2 PO, Olivier, on réunissait toutes les équipes à Avignon, il partageait la vision, il expliquait ce qu'il fallait faire dans les 3 mois qui viennent, en gros sur la prochaine grosse release, sachant qu'il y avait plusieurs produits, plusieurs projets, etc. Et puis Olivier et les PO s'en allaient, tous les équipiers restaient ensemble, et 2 heures après, Olivier et les PO revenaient, les équipiers proposaient 2 organisations d'équipes avec les noms, les personnes, etc. Et ils en choisissaient une des 2. Bien. Génial, non? En termes de délégation, responsabilisation, etc. Eh ben, il y a eu des hauts et des bas, ça a bien marché des fois. Et en fait, on s'est heurté parfois au fait que les gens créent leurs équipes avec des gens qui s'apprécient entre eux plus par rapport au boulot qu'il fallait faire. Oui, c'est assez classique, mais bon, mais ça, des fois, ça a marché. Et il y a eu un deuxième retour des équipiers, c'est que cette responsabilité, elle est trop lourde en soi pour qu'ils la portent. Parce que plusieurs nous ont dit, là, en fait, ce que tu fais, c'est que si on ne s'organise pas bien, tu me dis que c'est ma faute. Je ne leur disais pas ça, mais pour eux, ils le percevaient comme ça. Ils me dit ça, c'est ton problème. Tu nous mets comme tu as envie. Et on a arrêté ça. Alors là, c'est pareil. Je ne dis pas que ça ne peut pas marcher. Parce que je dis que dans notre contexte, on a essayé, ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, on est dans un autre mode et ça fonctionne mieux. On a eu aussi des gens qui n'étaient pas contents quand on a dit qu'on l'arrêtait. Donc, tu vois, parce que voilà, c'est le nombre de personnes, il y a des avis différents. Alors, en même temps, on a fait des focus sur les Scrum Masters, les PO, on a fait aussi un focus sur les managers, voire le manager. Effectivement, ça, c'était très important. Et juste pour démarrer là-dessus, moi, la première chose que j'ai fait avec Olivier, si vous vous rappelez, il faisait tout. Donc, c'était travailler le lâcher prise. Oui, parce que la première chose que fait un coach, il y en a sûrement un certain nombre dans cette salle, c'est évidemment commencer par travailler sur les chefs. Ce qui est logique. Et il y a eu un vrai travail. Pendant 1 an, Alexandre m'a pas lâché, on va dire ça comme ça. Et donc les 2 journées où il intervenait au début, après chez nous régulièrement, tous les mois, il y en avait beaucoup de temps consacré à moi. Aujourd'hui, on se voit chaque fois qu'il vient, mais 1 heure seulement. À l'époque, c'était plus que ça. Et il avait eu raison. J'ai progressé là-dessus. Et très clairement, c'est pas si simple en tant que manager. Tout à l'heure, c'était pareil. Faire confiance aux équipes, lâcher des choses. On sait que c'est classique, mais quand ça nous arrive, quand on le voit écrit sur le papier, oui, on est tous d'accord, pas de souci. La question, c'est quand ça nous arrive pour de vrai, quand on est responsable d'un budget, quand on est responsable des engagements, quand on est responsable d'un certain nombre de choses, et quand on sait que si on se trompe, on ne va pas être fusillé. Par contre, ça va avoir un impact, et pas que sur nous, ça va avoir un impact sur l'ensemble des gens qui nous accompagnent, sur le service. C'est pas si simple. C'est pas si simple, et il faut arriver à construire ça. La chance qu'on a eue, c'est qu'on nous a laissé le temps de construire ça. Et en construisant ça, ça nous permet de travailler. Et moi, effectivement, je sais très bien qu'aujourd'hui, je suis différent, mais tout ça, ça ne nous appartient pas. C'est pas parce qu'on a mis ça en place aujourd'hui que chaque jour, ça recommence. Enfin, chaque fois, on a des nouveaux contraintes, des nouveaux combats. Voilà, l'humilité, je pense que c'est vraiment le mot-clé à retenir, à mon sens, parce qu'on teste, vous testerez, on teste des choses. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui ne marchent pas. Mais même si ça marche, on n'est pas le seul dépositaire de la victoire ou de la défaite. Alors, on est allé piocher dans la boîte à outils de l'agilité différentes choses. Pourquoi cela ne marche plus? Je vais le faire comme ça. Voilà, par exemple, Management 3.0 avec les Delegation Board. Donc ça, c'est leur vrai Delegation Board. Ça devait être donc en 2020.
avec une utilisation, voilà, vous avez les chiffres, etc., avec une utilisation une fois par an, grosso modo. Je peux te laisser détailler même. Oui, c'est ça. On faisait ça une fois par an et ça permettait aux équipiers, il y avait l'avis de mes adjoints et moi-même et l'avis de tous les équipiers qui donnaient où est-ce qu'on en était avec un délégation poker pour savoir où on en était. Ceci dit, ce qui est important, c'est qu'au-delà des techniques et des outils qu'on utilise et qui nous servent tout le temps, moi je sais par exemple qu'aujourd'hui, chaque fois que j'ai un nouveau DSI, la première chose que je fais, c'est une délégation poker pour savoir sur chaque activité jusqu'où je vais, jusqu'où je ne vais pas. Et ça fonctionne bien. Et même s'ils ne sont pas habitués, ça marche bien. Et avec les équipiers, aujourd'hui, on est relativement serein maintenant. Donc, globalement, ça fonctionne bien. Le seul point qui n'a jamais marché, c'est la trajectoire et la vision du service et de la DSI. En fait, les équipiers auraient aimé avoir une influence plus grande. Ça dans le service public, ça n'existe pas. Les injonctions, elles viennent et donc il faut qu'on s'adapte. Et donc, bon, c'est compliqué. Mais le reste, ça va. Le comment, l'organisation, tout ça, ça fonctionne bien. Donc après, on a aussi travaillé sur des petites choses et vous nous entendez depuis tout à l'heure utiliser le terme équipier. Donc effectivement, parfois équipiers externes ou internes, ou c'est juste pour dire qu'ils sont peut-être pas sur le site d'Avignon. Et bon, maintenant c'est différent. Donc on a fait disparaître à partir de 2016 vraiment le terme sous-traitant. C'est pas du tout anodin. Vous pensez peut-être que c'est juste un terme, etc. C'est pas grave. Et ben si, c'est vraiment, on a vu des changements de comportement. On a vu, on parlait d'implication, on parlait de Férouz qui a fait le couscous pour 60, etc., etc. Et ben ça, c'est pas anodin. Moi, je suis convaincu que c'est pas anodin. Donc on parle d'équipiers. Et à partir du moment où on parle d'équipiers, ils ont tous les mêmes droits, les mêmes devoirs aussi. Il n'y a pas que des droits pour l'équipier. J'avais fait des ateliers il y a quelques années sur les droits et les devoirs de l'équipier parce qu'on sentait qu'il y avait un truc un peu flou là-dessus. Donc, mais c'est les mêmes droits et les mêmes devoirs. On s'en fout de savoir s'ils sont sous-traitants puisqu'ils contribuent à un projet INRAE. Et lors d'un entretien de soi-disant de recrutement, comme on est entre guillemets client quand on a une ESN en face, qui a un contrat avec nous, qui nous présente quelqu'un, on ne le juge pas sur ses compétences. Moi, j'estime que c'est le travail de la société avec qui je travaille et je leur fais confiance. C'est ce que je dis à leur manager. Je leur dis, voilà, je t'explique mon besoin, tu me donnes la bonne personne. Par contre, ce qu'on explique à la personne qui va nous rejoindre, c'est justement ses droits et ses devoirs, ce qu'on attend en tant que savoir-être, en tant que comment s'intégrer dans les équipes, la transparence, nous dire les choses. Et le retour de ça, c'est que finalement, aujourd'hui, les ESN avec lesquels on travaille nous disent les gens, ils se sentent plus chez vous que chez nous. Ça leur pose même des problèmes. Certains, nous ont, aux renégociations de contrat, nous ont mis des bornes parce que ça leur posait des soucis. Mais en soi, ce n'est pas grave. Pour nous, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on a très peu de turnover, qu'on a la chance d'avoir des équipiers qui s'inscrivent sur la durée. Et je veux dire, si vous gérez des axes de recrutement, enfin, c'est quand même avantageux d'avoir des gens compétents qui restent sur la durée. Et en plus, en tant que service public, on n'est pas toujours le service qui attire le plus, les services publics. On a quand même eu 5 personnes qui étaient des équipiers externes, qui ont passé des concours de la fonction publique et qui nous ont rejoints pour intégrer notre service. Et ça, c'est une vraie chance pour nous, parce que dans l'IT, recruter des gens de valeur pour qu'ils décident d'arrêter leur carrière dans une SN et venir rejoindre chez nous alors qu'ils sont assez jeunes, c'est quelque chose qui nous fait penser qu'on est sur une voie qui n'est pas trop mauvaise. Et en tout cas, ça a une valeur. Ouais. Alors par contre, évidemment, comme on est dans la fonction publique, là, la difficulté, c'est que vous voyez, là, ça, je vous ai mis comment ça se passe pour les fonctionnaires à INRAE, mais globalement, là, la gestion des personnes sur la durée, elle sert. Les rôles de PO-ESM commencent à venir dans les échelles, donc c'est intéressant aussi, parce que l'agilité, ça ne s'arrête pas à un projet. Les gens, ils ont une vie. Il faut forcément qu'on les aide dans cette vie, qu'on leur montre quelque chose, une perspective. Et si on n'a pas ces notions-là, si globalement, chaque fois que dans l'établissement dans lequel ils appartiennent, il n'y a aucune évolution, parce que quand tu es PO, tu es ça, quand tu es SM, tu es ça, mais finalement, ça ne compte pas, ce n'est pas reconnu, c'est très dangereux. Voilà, donc aujourd'hui, alors aujourd'hui, on arrive petit à petit à faire en sorte que ces fonctions-là soient reconnues comme des chefs de projet, même si ça n'en est pas. Mais quand ils passent, par exemple, les concours internes de chefs de projet pour avoir des primes, aujourd'hui, les rôles de PO-SM, les gens comprennent ce que c'est et ça va. Ça aussi, c'est bien pour nous. Je suis le timekeeper, il nous reste 5 minutes, Olivier. Ouais.
Oui, ça a juste un point. C'est juste pour montrer que, tout à l'heure, je parlais des échecs. Ça, c'est les deux plus gros programmes. Ce ne sont pas des projets, d'accord ? Le premier, c'est la fusion de deux établissements. Si vous avez géré un jour une fusion de deux établissements, c'est jamais simple, une fusion d'établissements. Ça, c'est le programme à gauche. Et le programme à gauche, on a fait à la fin un Rex, donc ça a réussi. On a fait un Rex du Perfection Game avec des gens du CODIR de notre établissement. Donc, ils savent jouer à ce genre de choses. Et vous voyez, on arrive à les faire travailler et on voit bien que, alors là, vous le verrez sur les slides, là, mais c'est les valeurs humaines et les valeurs de communication qui ont été les plus importantes et appréciées au-delà de la réussite du programme. L'autre programme, c'est le programme qui est en cours. C'est aussi un très, très gros programme. Il a mobilisé toutes les directions de la DSI depuis 2 ans. On migre tous nos systèmes financiers d'un système PeopleSoft à un système SAP sur un système mutualisé avec toutes les interfaces. Ça mobilise beaucoup d'argent, beaucoup de personnes, beaucoup de choses. Par rapport à l'agilité, ce que je considère comme un échec, ce que je disais à Alexandre tout à l'heure, on va y arriver, on va le livrer, c'est en janvier 2025, on est sur la route, on n'est pas trop loin. C'est pas ça. La difficulté, c'est que comment on fait intégrer l'agilité sur la gestion de programmes, sur le lancement d'un go de programme. Quand ça s'est décidé il y a 2 ans, parce que ça s'est décidé il y a 2 ans, on m'a convoqué, on m'a dit voilà, il y a ça, tu avais fait la fusion, ça a marché, on fait ça, tu y vas. J'y vais parce que j'ai des équipes, ok, et on vous demande, tu vas arriver à livrer, ça va coûter combien ? Comment vous voulez que je transmette ça à des équipiers qui sont tous très forts, très bons dans leur travail, mais avec un truc, on dit, on va migrer le système financier. On ne connaît rien, la finance, ce n'est pas notre sujet. C'est là où c'est compliqué. Je pense qu'il y a des gens qui travaillent sur les réflexions sur les évolutions de l'agilité à l'échelle et tout ce qu'on veut, mais je pense qu'il y a un vrai sujet comme ça sur les notions de programme. Je ne parle pas de l'accompagner au fil du temps, c'est avant, dans la phase en amont. Et là, il y a un vrai sujet. Pour l'instant, nous, on trouve des solutions dans la confiance parce qu'on nous fait confiance, mais c'est pas satisfaisant. Enfin, je veux dire, globalement, c'est pas satisfaisant. Alors, c'est pas Olivier, mais j'ai eu des personnes de l'INRAE qui m'ont bien entendu poser des questions sur des frameworks d'agilité à l'échelle, voilà, etc., etc. J'ai pas dit ce que j'en pensais, même s'ils le savent. J'ai plutôt dit, je ne suis pas convaincu que compte tenu de la complexité de votre truc aujourd'hui, etc., ça règle quoi que ce soit et que ça vous amène des bénéfices. Par rapport rien qu'au timing, je veux dire, un CIFAC, c'est quand même chaud patate, on va dire ça comme ça. Il y a une date, etc. Changer quelque chose, mettre une autre organisation en place, je n'étais vraiment pas convaincu. Oui. Après, voilà, chacun peut avoir sa réponse. Ouais. Voilà, donc bon, ça c'est ce qu'on a évoqué. Une des grandes victoires aussi, je trouve, et ce qui me semble important quand on essaie de promouvoir l'agilité, c'est d'arriver à plus faire des PowerPoint dans les comités de pilotage. Parce que franchement, ça c'est un sujet. Et arriver, alors malheureusement pas tous, mais on en a 2, où on montre le Kanban. C'est mieux, franchement, c'est mieux. Il y a un Kanban à mon niveau, donc c'est pas le Scrum des équipes, c'est forcément, on est à des niveaux de granularité différents, mais néanmoins, c'est là-dessus qu'on voit ce qui manque. Sincèrement, ça c'est voilà, ça c'est bien. Enfin, je trouve que je vous incite à vous battre pour ça parce que franchement, c'est tous pénible de refaire des PowerPoint de longue. Voilà, on peut passer, je pense. Ouais, juste un mot là-dessus, c'est une complexité pour les PO plus récents, ceux qui ont pris le rôle du PO, c'est qu'ils ont du mal à faire le lien entre ce Kanban global pour CIFAC par exemple et arriver à décliner ça comme objectif dans leur équipe. Mais pour les aider là-dessus, ils ne savent juste pas vraiment comment prendre le bout. Donc il y a bien la roadmap au niveau de l'équipe, etc. Mais on a un peu de mal à trouver le lien entre les deux. C'est comme ça. Ah, ça c'est pour toi celui-là. Oui, voilà, juste un mot. On peut faire de l'agilité dans les services publics du moment où vous avez des juristes qui ne sont pas bornés. Et donc il a fallu gagner, tout à l'heure on disait, il faut d'abord réussir des petits projets où on nous fait confiance, et puis après on nous fait confiance, et après on fait des projets avec plus de confiance. Voilà. Et donc globalement, ça arrive, hein, nous on voit bien que maintenant, ça va faire depuis 2011, donc qu'on a des marchés, des gros marchés, avec de l'agilité, donc sur lequel ceux qui répondent, il n'y a pas un engagement de réussite au sens livrez-moi ça, puisque de toute façon, tous ces équipiers sont intégrés. Il n'y a pas d'équipiers externes. Ils sont tous intégrés. On mélange tout le monde. Quand les gens remportent les lots, on mélange tout le monde, tous les gens de tous les équipiers avec les INRAE, on fait les équipes comme ça. Il n'y a pas
une équipe à part qui traite ça. C'est que des gens mélangés. Donc, en fait, ce qu'on leur demande, c'est ce qui est interdit dans la fonction publique, hein, c'est du moyen. Alors, on travaille différemment. Voilà. On travaille différemment. Mais ça passe. C'est borderline, mais ça passe. Petite conclusion rapide. Ouais, ça c'est moi. Oui. Donc on a vu effectivement au niveau de l'organisation des succès, parce qu'on a vu les métiers qui demandaient de plus en plus à travailler en agilité, voire même à travailler avec l'équipe, le service d'Olivier. Pourquoi il a grossi, c'est parce que aussi, même s'il y a des projets qui échouaient, il y a quand même pas mal de projets qui réussissaient, avec voilà, des boucles feedback avec le métier qui étaient quand même sympathiques, donc les métiers demandaient, etc. Ça c'est quand même un critère de succès, voilà, avec des individus qui se sentaient bien. Et puis, le cadre financier a changé il y a 2-3 ans. Là. Oh, ça, c'est une cata. Voilà. Pour vous donner une petite idée, je ne sais pas si tu allais en parler, mais dans le nouveau cadre financier maintenant, c'est les métiers qui financent directement les projets. D'accord ? Avec la particularité, c'est que les gens de l'INRAE coûtent 0 et les sous-traitants coûtent le coût d'un sous-traitant. Donc on a des métiers qui disent « moi je veux travailler qu'avec des gens de l'INRAE ». M'étonne. Vous comprenez comment c'est facile à gérer après, quoi. C'est impossible. Non, mais ça paraît pas bête, hein, mais ça paraît compliqué. Ça, c'est toi. Et puis le dernier, après, on arrête. On est juste un peu en retard, mais ça va. Oui, voilà. Tout ça pour dire que globalement, à partir du moment où on n'est pas dogmatique, ça peut marcher. Et nous, on a, en tout cas, l'expérience qu'on a retirée de tout ce qu'on a mis en place collectivement avec toutes les équipes et le coach, c'est que l'agilité, ça peut fonctionner, ça fonctionne d'abord, et ça peut fonctionner. C'est pas parce qu'au début j'avais raté, j'avais échoué la première fois, j'avais sûrement pas mis les bons facteurs qu'il fallait, mais en travaillant différemment, en motivant, on y arrive. Et même sur des gros projets, voilà, c'est pas une panacée, ça résout pas tous les problèmes de la Terre, mais néanmoins ça passe, y compris sur des gros projets et pas que sur des petits projets. Et un petit bilan perso, vas-y Olivier. Oui. Donc voilà, et c'est sûr que le gros intérêt de tout ça, c'est que c'est hyper passionnant comme sujet. Vous voyez, je veux dire, au début, moi j'étais développeur, je commençais comme développeur informatique, puis architecte, bon. Mais en fait, c'est tout le temps passionnant parce que la gestion, arriver à fédérer des collectifs, arriver à aligner des gens qui soient INRAE ou pas, mais sur des objectifs communs, franchement, c'est une expérience. Il y a plein de problèmes, mais en soi, c'est top. Et l'agilité et d'autres concepts nous aident à faire ça de manière assez efficace et très satisfaisante, y compris en nous questionnant. Les rétrospectives, ça ne marche pas que pour les équipes. Hein. Bien sûr que ça marche pour les équipes, mais on peut aussi analyser ce qu'on est, comment on évolue. Et c'est aussi intéressant de le faire, même pour soi. Et en ça, il y a toutes ces valeurs-là, c'est vraiment intéressant. Voilà, moi, les choses, c'est pas mal de satisfaction autour des gens. Et la maturité, mais je parle de maturité, non pas d'application des frameworks. Hein. La maturité sur les essentiels de l'agilité, des choses comme ça, la compréhension. Et voilà, que ça fonctionne, même si c'est pas facile. Et par contre, une dernière petite chose, hein, si vous êtes coach agile, rappelez-vous que quand vous dites un truc à une équipe et que vous êtes encore là 13 ans après, les conséquences de ce que vous avez dit, il faut les assumer. C'est parfois vachement plus facile de faire une intervention ponctuelle pendant 1 an avec les équipes et de se barrer. On a dit tout ce qu'il fallait faire et on s'en va, on n'est pas concerné. Voilà pour la petite histoire. Donc, mais c'est très intéressant, moi c'était passionnant, cette histoire qui continue encore un petit peu jusqu'à ma retraite. Et merci de nous avoir accompagnés pour ça. Merci à vous. Merci. Donc techniquement, on n'a pas le temps pour les questions parce qu'il est 11h49. Donc